Avez-vous déjà imaginé quelle aurait été votre vie si vous étiez né un siècle plus tôt? De mon côté, peu de doute. Si je m'en tiens à la généalogie familiale, en 1900, comme 50% de la population et 75% des ruraux, j'aurais été cultivatrice. J'aurais grandi quelque part dans le pays bigoudin et née d'une fratrie de 10 enfants. Étant une femme, mon rôle aurait été de traire les vaches, parce qu'aux hommes reviennent les tâches physiques. Mais en 1914, malgré mon interdiction de voter ou d'ouvrir un compte en banque, j'aurais vu ma mère prendre en charge les affaires de la ferme lorsque les hommes de la famille auraient été envoyés à la guerre. Et puis, le moment venu, j'aurais moi-même très certainement épousé un cultivateur du coin avec qui je me serais installée pour accueillir nos 7 enfants. Après la Seconde Guerre mondiale, les travaux du remembrement auraient commencé. Cette grande réorganisation et réattribution des parcelles agricoles qui a permis le passage des tracteurs et enclenché un déversement de la main-d'œuvre vers les villes aurait profondément redessiné les paysages qui m'entouraient. Alors, si par exemple j'avais su mettre de côté ma langue maternelle, le breton, et apprendre un français parfait, j'aurais pu mieux défendre mes intérêts devant les services de l'État au moment des premières expropriations. Ainsi, mon exploitation aurait peut-être gagné en superficie. Mais les relations avec mes voisins ne se seraient jamais vraiment rétablies après que les décisions administratives arbitraires aient injustement doté les uns par rapport aux autres. Mais voilà, je suis née en 2000 et la modernité était passée par là, m'épargnant 7 grossesses avant 35 ans, mais me permettant surtout de grandir dans une campagne qui était connectée au reste du monde. Nos villages ruraux, ils se sont vidés de leurs habitants au profit des grandes banlieues urbaines. Et des 20 millions de paysans français, il n'en reste aujourd'hui moins de 500 000, dont la moitié s'apprête d'ailleurs à partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Si je n'ai pas grandi à la ferme comme mes ancêtres, j'ai grandi entourée de l'agriculture, celle du XXIe siècle, avec ses gros tracteurs et ses milliers d'hectares de parcelles, dans un département qui compte plus de bétail que d'humains. Et comme ma mère et la sienne avant elle, l'éducation m'a permis de ne pas suivre un destin tout tracé. J'ai 24 ans et à 18 ans, j'ai pu partir rejoindre les bancs de Sciences Po où je me suis intéressée aux politiques publiques et agricoles. J'ai par exemple travaillé à l'ambassade de France en Jamaïque au moment où les négociations internationales portant sur l'écriture d'un code minier d'exploitation des ressources des fonds marins étaient rédigées. Et plus récemment, j'ai travaillé à la commission des finances à l'Assemblée nationale. Bien loin donc des après-midi où enfin j'avais le droit de conduire un tracteur ou de monter sur un quad, imaginant que j'étais une grande aventurière dans le Grand Ouest français. Désormais, j'occupais mes journées à traiter de sujets bien plus sérieux. Par exemple, la réforme de l'assurance multirisque climat-récolte. Et alors j'angoissais, parce que je comprenais que les catastrophes climatiques à venir viendraient ruiner nos agriculteurs. Et si ma génération était peut-être celle qui verrait s'éteindre le métier de paysan, les constats scientifiques qui indiquent les constats scientifiques viennent aujourd'hui rebattre les cartes, car ils pointent l'impact négatif de notre système productiviste sur la planète. Alors, et oui, c'est beaucoup d'émotions ce soir. Et cette émotion, au travail, j'ai essayé de l'oublier. J'ai essayé d'accepter que pour parler d'un sujet, il fallait maintenir une distance. Parce que sinon, on tombait dans le pathos. En effet, le constat était sans appel. Depuis 60 ans, la taille des exploitations n'a cessé de croître. Les agriculteurs devront, comme leurs ancêtres avant eux, s'agrandir ou périr. Alors le secteur agricole, il est stratégique pour la souveraineté française, et ça, les gouvernements l'ont bien compris. Ils ont négocié pour que la France devienne au niveau européen le premier récipiendaire de la PAC. En échange de subventions, nos paysans ont accepté de moderniser leurs pratiques.
Et aujourd'hui, on peut dire que les normes environnementales françaises sont parmi les plus exigeantes du monde. Mais sur des marchés qui sont devenus mondiaux, elles pénalisent nos producteurs face à des concurrents internationaux peu scrupuleux. Alors les fermes, ces structures familiales de nos ancêtres ont disparu et elles ont laissé place à des entreprises à part entière. Aujourd'hui, les agriculteurs ont tout intérêt pour rentrer dans leurs coûts à multiplier les investissements et à pratiquer des pratiques intensives afin d'augmenter la valeur patrimoniale de leurs biens. Mais voilà, si la révolution agricole des années 60 a sur le papier permis d'augmenter les rendements et de sécuriser la place de la France sur les marchés du lait et des céréales, a-t-elle réellement rendu aux agriculteurs et aux agricultrices la dignité qui leur était due ? Je vous parlais d'émotion et je me suis finalement rendu compte au travail que c'était cette même rigidité administrative qui pendant des années avait maintenu l'illusion d'une agriculture uniquement masculine, laissant dans l'ombre les femmes. Et si finalement les notes et les comptes rendus que je produisais ne mettaient-ils pas à leur tour une partie de la grande histoire, en oubliant les petites histoires ? C'est à partir de cette question que j'ai décidé de repartir, écouter ces témoignages et faire parler les agriculteurs. Puisqu'en effet, les agriculteurs, ils sont invisibles à la caisse, ils sont absents de notre quotidien. Leur réalité et leur combat a souvent passé sous le radar de l'histoire. Alors au moment des manifestations, en janvier 2024, c'est la douche froide. Et moi, à ce moment, j'aurais aimé entendre une histoire. L'histoire de quelqu'un qui avait connu son lot de désillusions. Quelqu'un qui avait passé sa vie à la ferme et qui, quelques mois seulement après son départ à la retraite, s'était trouvé atteint d'un cancer de la moelle osseuse. Ce quelqu'un, c'est mon oncle. Et lui et ma tante, ils se sont installés dans les années 70 sur les terres qu'un châtelain a accepté de leur louer. À un endroit où les sols étaient pauvres, mais où le progrès et la technique sont venus rendre possible la culture céréalière. Alors après un endettement sur 30 ans, l'installation d'un système d'irrigation et l'utilisation d'intrants chimiques, ils ont rejoint cette première génération d'agriculteurs entrepreneurs prêts à nourrir la France. Et pourtant, dans les années 90, cette grandeur retrouvée, elle s'est heurtée à la limite physique de leur sol, trop pauvre. Et comme 15% des exploitations aujourd'hui, ils ont pris le chemin de l'agriculture biologique. Finalement, cette conversion, qui va à contre-courant de toute rationalité économique, qui a signifié de quitter un cercle déjà restreint et déjà isolé pour en rejoindre un autre, encore plus restreint et encore plus isolé, où trouvait-elle ses racines ? N'était-elle pas née de la désillusion ? Par exemple, la perte d'une relation charnelle à la terre ou d'un lien affectif avec ses animaux, un attachement à un lieu disparu, de ces émotions qui provoquent un chamboulement, parfois plus fort que la raison. Pourquoi avait-il persisté ? Pourquoi s'était-il adapté et avait développé un modèle qu'on pensait voué à disparaître ? Et là, je repensais à une Emma née en 1900. Quelle aurait été sa première désillusion ? Ou en moins 10 000, à une époque où le savoir se transmettait au gré des histoires orales et des traditions locales. Les mythes et les légendes qui nourrissaient son imaginaire la berçaient-elles aussi d'illusions ? Et finalement moi, en 2024, dans mon petit monde parisien, loin de la terre de mes ancêtres, où la nourriture apparaissait apparemment par magie à la supérette du coin, quelles illusions me berçaient ? Au travail, la rationalité qui m'entourait n'était-elle pas la même qui, 70 ans plus tôt, avait encouragé mes ancêtres à arracher des talus ? Regretté aujourd'hui tant on sait qu'ils constituaient des sanctuaires pour la biodiversité. Et à ce moment-là, je suis partie rencontrer les agriculteurs. C'était trop d'émotions, trop de réflexions. Et j'ai rencontré Jean-Luc. À 61 ans, il partait à la retraite. Sa ferme, dans sa famille depuis plus de 2 siècles. Et tout ce qui comptait pour lui, c'était de pouvoir la transmettre. Il refusait qu'elle parte dans un agrandissement, à un inconnu.
Et puis il y avait Camille, une éleveuse de chèvres, qui avait fait le chemin inverse. Elle avait quitté son métier de commercial pour sauver la ferme de son enfance d'un agrandissement. Je pense aussi à Christine. À 24 ans, lui, c'est le maraîchage biologique qui l'avait sorti d'une forme de déprime et de morosité que la fac de droit lui avait inspiré. Évidemment, Jean-Yves, à 50 ans, qui avait opéré une conversion vers l'agriculture biologique, du jour au lendemain, parce qu'il avait vu ses amis tomber malades. Et puis à côté de lui, Xavier, son apprenti, à 24 ans, il refusait d'entendre parler d'agriculture biologique. Et j'ai compris pourquoi. Il allait s'installer. Et à ce moment charnière de sa carrière, le réseau et la solidarité que lui offrait son syndicat des jeunes agriculteurs était la seule chose qui lui permettait de croire en l'avenir. Et évidemment, il y avait Laurent, mon oncle. En rémission de son cancer et retraité, il se souvenait de ce qui lui manquait de son ancienne vie, avoir les pieds sur terre. Alors aujourd'hui, je crois que ce sont ces histoires que l'on devrait annexer à nos notes ou à nos synthèses. Comme la EMA de moins 10 000, j'ai préféré l'oralité à l'écrit, pour le discernement et l'humilité que nous transmettent ces témoignages. Et puisque c'est ce podcast, à la ferme, qui m'amène devant vous ce soir, j'aimerais rajouter qu'il a fallu attendre 1999 pour que les épouses, ces agricultrices invisibles, se voient reconnaître un statut propre aux yeux de la loi, celui de conjoint collaborateur. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, certaines continuent de ne toucher que le minimum retraite. C'est le cas de ma tante Annette. Si on ne raconte pas ces histoires, ce sont des années de travail passées sous silence, exemptes de reconnaissance sociale ou financière. Et c'est pour moi une illusion de croire que l'on pourra changer l'agriculture demain en se passant des terroirs, en se passant des conflits de voisinage et des histoires familiales. Derrière chacun des 200 000 départs à la retraite qui s'annoncent et qui viendront à leur tour bouleverser le monde agricole, il y aura de la sagesse, il y aura des regrets et surtout un grand savoir dont on ferait bien de s'inspirer. Car c'est finalement sur une illusion, celle d'un monde de ressources infinies, que la première révolution agricole a été permise. Alors la désillusion qu'amènent avec eux les constats scientifiques nous permet justement de remettre en question les mythes et les légendes de notre époque. Parfois, il nous suffira d'une histoire. Si dans toute sa nuance, elle n'offrira pas de solution toute prête, elle nous permettra peut-être de découvrir nos valeurs et nos combats les plus enfouis, qui, même s'ils sont teintés de souffrance, nous permettent de retrouver le sens de notre action. Merci.